Bon, maintenant on va attaquer l'exercice qui consiste à tracer notre histogramme. Et avant de procéder, je vais revenir sur la fenêtre de commande pour vous montrer en fait comment est-ce que ça se fait en utilisant la fonction plot. Imaginez-vous par exemple que l'on ait des variables comme ce que je vais définir, par exemple 0, le premier point c'est 0, 0, le deuxième point c'est disons peut-être 1, 2, le troisième point c'est 4, 2, 2, pardon, 2, 4, le quatrième point 0, cinquième point 0, voilà. Donc on s'imagine que voici la première coordonnée et puis la deuxième bande c'est peut-être entre 2 et 4, donc je mets 2 ici, là je mets 4, là je mets 4, ici 2, ici 2, voilà. La troisième bande, on s'imagine que la troisième bande c'est entre 4 et 6, donc à l'endroit où il y a 2 je vais mettre 4, à l'endroit où il y a 4 désormais je mets 6, donc là je mets 6, donc là je mets 4 et ici aussi je mets 4. Donc maintenant on fait la même chose avec y. Dans la première bande de y c'est de, on va partir sur les y de 1 peut-être à 5 pour la première bande, ensuite de 1 à 8 pour la deuxième bande et 1 à 6 pour la troisième bande. Donc le premier point c'est x0, y1. Le deuxième point c'est x2, y1. Ensuite, y prend la valeur de 5 et 5 et au finish 1. Donc je vais appeler ceci y coordonnée 1. Donc maintenant je refais la même chose pour la deuxième bande qui va jusqu'à, on a dit ça va jusqu'à 8. Et j'ai dit ça c'est y2. La troisième bande est censée aller jusqu'à 6. Et ça je vais appeler ça y3. Donc je mets 6 ici et je mets 6 ici. Maintenant on va tracer chacune des bandes. Donc je vais faire corde. Oui, et y corde. Bon, je vais tracer ça en rouge pour éviter que les lignes se confondent avec les limites du repère. Donc ça c'est à corde 1. Donc ici c'est corde 1. Donc voilà. Alors on ne voit pas bien parce que actuellement la première bande occupe tout le repère. Donc c'est pas un problème. On trace la deuxième bande. Ok, donc je trace y2 et x2 et je trace y3 et x3. Voilà. Donc maintenant on revient ici et puis vous voyez donc voici la première bande, voici la seconde et voilà la troisième bande. C'est de cette façon qu'on va procéder pour tracer l'histogramme que l'on personnalise ici avec le code. Donc vous voyez que ce qu'il faut connaître maintenant c'est la largeur d'une bande et aussi disons sa proportion dans tout le vecteur contenant l'information que l'on est en train de manipuler, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va faire principalement. Donc, la première étape c'est définir une largeur pour chaque bande. La deuxième étape c'est calculer les effectifs pour les classes créées. Donc chaque classe aura un effectif et cet effectif là on va diviser par l'effectif total de l'information contenue dans le vecteur TG. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on trace finalement chacune des bandes en utilisant le procédé que j'ai utilisé ici. Donc on se place sur notre zone d'édition et puis on crée un nouveau fichier. On va appeler ça histo FLC.
On a dit ici qu'il prend en entrée un paramètre x. Et le paramètre x correspond à... le paramètre x va correspondre à la variable étudiée, donc le vecteur qui contient des valeurs étudiées bien analysées. Donc pour rendre ça plus intéressant, on va donner un deuxième paramètre qui est n correspondant au nombre de bandes que l'on veut voir sur histogramme. Ça va nous permettre de définir dynamiquement la largeur de chaque bande. On définit maintenant une variable à l'intérieur externe qui prend la valeur de max de x plus min de x, et on divise tout ça par n. C'est moins, c'est même pas plus. C'est moins ici. Donc max de x moins min de x pour avoir la largeur totale de l'ensemble des valeurs. On divise maintenant le tout par n correspondant au nombre de bandes que l'on veut. Quand c'est fait, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est créer des classes de valeurs dans le code. Donc, je vais d'abord enregistrer pour sauvegarder le nom de je vais pour sauvegarder l'avancée, et j'utilise le nom de la fonction que j'ai donnée. Voilà, on va encore rentrer maintenant sur la fenêtre de commande pour faire un petit test. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que je peux utiliser une variable qui est de ce type. Je mets à l'intérieur, par exemple, un tableau à deux valeurs. Donc, je mets encore un autre tableau à deux valeurs. Je fais un appelable, et puis j'ai ce que on appelle en général une variable de type array. Donc, c'est une variable qui a c'est similaire à une structure sur le langage C. Donc je peux sauvegarder plusieurs types de fonctions ici. Des tableaux, je peux sauvegarder des matrices, je peux sauvegarder des chaînes de caractères. Tout ça regroupé dans une seule variable. Et c'est ça qu'on va utiliser, parce que c'est ça qui va nous aider à créer les classes, les différentes classes. Donc je vais utiliser encore ceci pour me rassurer que sur ça et là aussi on peut concaténer ce type de variable. Donc je fais 2, 5 maintenant, et puis je vois le résultat. Ok, le résultat il est là. Et si je fais plutôt avec ceci et ceci. Ok, là vous voyez, la bonne manipulation c'est ceci. Donc on a une partie constante, 201 cellules. Donc c'est ceci, c'est cette forme-ci que l'on va utiliser dans le code, cette forme-ci. Et on va récupérer à chaque fois. Bon, c'est vrai que ça me dérange un peu parce que... Allons-y, supprimons ça. Et puis recommençons. Voilà. Et puis je fais... Ici je faisais ceci. Non, pas ceci. Non, ça plutôt. Ok, je mets le point virgule là, et puis oh, c'est toujours embêtant quand même. Donc ce que je veux finalement, c'est que ces tableaux se chargent progressivement dans la variable liste de classe. Donc ça va se charger ici en forme de cellule à chaque fois. Donc une cellule de 2 éléments et de nouveaux tableaux. Donc on va continuer. Ça voudrait dire que je vais créer initialement ici cette variable liste de classes qui va sauvegarder la classe des valeurs contenues dans notre vecteur, et puis je vais faire une mise à jour progressive des classes. Donc pour faire la mise à jour progressive, je dis pour k allant de 1 jusqu'à petit n nombre de classes. Donc je crée un tableau temporaire que je vais appeler classe temporaire. Donc je crée une classe temporaire qui doit être égale à le min de x.
plus k moins 1 step. Donc min de x fois k moins 1 step. Fois k moins 1 step. Qu'est-ce que je dis? Min de x plus k moins 1 fois. Min de x plus k moins 1 fois x step. C'est ça. Pourquoi? Parce que je vais. Min de x est le point de départ. Donc à chaque fois au point de départ, je dois ajouter un nombre de fois la largeur d'une classe. Donc c'est ça, la technique. Donc je mets min de x plus k moins 1 step, ça c'est la première valeur, donc qui correspond à la bande inférieure. Et la bande supérieure sera à min de x, min de x plus k fois x step. Voilà. Donc c'est ça. Quand c'est fait, je vais dire maintenant que liste classe va prendre liste classe va prendre liste classe et à l'intérieur on ajoute la nouvelle classe que l'on vient de trouver. Voilà. Et quand c'est fait, oui, quand c'est fait, je pense que du début jusqu'à la fin, on aura une borne et la borne qui suit, une borne et la borne qui suit, une borne et la borne qui suit. Oui, oui. Ok. Donc, maintenant, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en train de vouloir tracer les histogrammes, vous pouvez décider de faire en sorte que les bandes ne se suivent pas directement, qu'il y ait une petite marge peut-être de 0,01 ou alors 0,001, ça dépend de vous. Mais toujours est-il que si je veux ajouter cette marge là, ici je vais mettre plus 0,001, ici je vais mettre plus 0,001. Donc, mais alors je voudrais juste expliquer le principe dans évitant de compliquer le calcul et voir d'abord comment est-ce qu'on procède avec des classes simples pour quitter de ces valeurs de classe pour finalement obtenir le genre de graphe que j'ai obtenu ici. C'est ça l'exercice. Donc ici j'ai déjà les classes formées, n'est-ce pas? Maintenant ce qui reste à faire c'est avoir les effectifs pour chaque classe, n'est-ce pas? Donc maintenant il faut évaluer les FI. Donc pour évaluer les FI, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser un compteur que je vais appeler NI val. Je vais initialiser ça à 0. Et puis je dis autant de fois qu'il y a de lignes dans cette variable, je veux un vecteur. Donc, je veux un vecteur qui aura autant de fois d'éléments qu'il y a de lignes dans cette variable ici. Je vais dire pour k encore allant de 1 à la taille de... Non, je ne vais pas utiliser taille ici, je vais utiliser ça ici, c'est important. À la dimension de liste classe, la première, donc ça veut dire le nombre de lignes. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer dans un tableau qu'on appelle, je vais dire NI-VEC. Voilà, c'est mieux. On va mettre NI-VEC à la position K, la valeur de NI. Voilà. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule NI-VAL? Alors, pour calculer NI-VAL, c'est simple. Je vais devoir prendre le vecteur X, me balader à l'intérieur, et pour chaque valeur
comprise entre la borne inf et la borne sup d'une ligne de list class. Je fais incrémenter la valeur de n eval si la valeur est retrouvée dans x. Donc si je veux essayer de me reprendre, on va prendre un petit cas. Imaginons par exemple que x est linspace de 1 à 1000. Donc supposons voici x. Et maintenant ce que je vais faire c'est compter, si j'ai créé des classes ici à l'intérieur, disons peut-être 10 classes, pour chacune des classes que j'aurais formées, n'est-ce pas? Donc si je pars, allons-y peut-être pour 6 classes. Pour chacune des 6 classes, ça c'est une classe, n'est-ce pas? Il y a combien de valeurs pour la classe ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour cette classe-ci, j'aurai un n égale à 6. Pour cette classe-ci aussi, un n égale à 6, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça l'exercice. Pour chacune des classes formées, je veux compter le nombre de fois qu'il y a une occurrence dans cette classe, dans le vecteur, la liste d'informations étudiées, voilà, les données qu'on utilise pour faire la statistique descriptive. C'est ça la piche si vous voulez. Donc maintenant, pour faire ça, je reviens dans mon code et puis je dis bon, ici j'ai les valeurs de la borne inf et la borne sup. Ça veut dire que je dois maintenant aller dans x. Donc pour L qui part de 1 jusqu'à la taille de x. Donc comme x c'est un vecteur dont je peux utiliser l'inf directement. Donc pour L qui part de 1 jusqu'à l'inf x. Si xl est inférieur ou égal à list class à la position non fk la borne x c'est la première colonne, voilà, et x, bon, je vais dire parce que ici je dois être compris entre non pas ou, c'est et, parce que je dois être inférieur à la borne sup et supérieur à la borne inf, donc c'est et, voilà. Donc xl inférieur à la borne sup et je vais copier juste ça et coller, ok, et xl supérieur à la borne inf, donc xl qui doit être supérieur à la borne inf. Vous voyez, vous vous rappelez, je l'ai dit l'autre coup qu'il y a une façon de définir les intervalles des classes, n'est-ce pas? Donc ici j'ai défini les intervalles au sens exclusif, donc j'exclus par exemple ici la borne inférieure de telle sorte que sa valeur ne sera pas comptée dans une classe mais comptée plutôt dans la classe qui la précède. Donc j'exclus la borne inférieure pour ne pas avoir à compter deux fois sa valeur d'une classe à une autre. Ici je mets dans une égalité au sens strict et puis je ferme les parenthèses. Voilà la condition. Si cette condition est vérifiée, je fais une mise à jour de la valeur de ni. Int va pour la valeur ni va plus 1, voilà, et puis je dois fermer cette porte-ci, ensuite je ferme cette porte-ci. Ensuite il faut vérifier, se rassurer que les portes que l'on ferme c'est avec raison. Oui, c'est bon. Et avant de fermer une autre porte, je crois qu'elle a je dois faire d'abord ceci avant de passer à une autre classe. Ouais, voilà. Et quand je fais maintenant, là j'ai i, n'est-ce pas? J'ai i, bon je vais dire fi, pardon, j'ai fi, je peux directement ici diviser ni val par la taille de x pour avoir fi. Donc ici j'ai ni, mais si je veux directement avoir les proportions, pourquoi ne pas? Ou bien on laisse comme ça, on trace
il y a l'histogramme non pas l'histogramme des fréquences, mais l'histogramme des effectifs, n'est-ce pas? Oui, donc on va laisser comme ça. Et on continue. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tracer, puisqu'ici, en fait, on a déjà les classes et on a les effectifs pour chaque classe. Donc maintenant, il faut tracer. Donc pour tracer, bien évidemment, je vais devoir utiliser une go pour tracer tout ça. Parce que si je dois tracer ça manuellement, je vais, autant de fois qu'il y a des classes formées, autant de fois je vais devoir utiliser plot. Donc je fais juste un sur... je pouvais utiliser L, mais bon, allons-y. Puisque je voudrais aussi que vous vous habituez à travailler avec un certain nombre d'éléments, je vais utiliser encore ça ici. Nombre de lignes de classe, voilà. Et là maintenant je suis censé utiliser, je vais dire ici X classe. À quoi correspond X classe? Donc revenons un peu sur le petit exemple que l'on a pris juste avant de corriger, juste avant de commencer à rédiger. X correspond à la borne F, borne sub, borne F, borne F. Et d'accord, la valeur de Y c'est borne F, sub F. Donc allons-y directement là, on va faire. Donc c'est borne F, ça veut dire c'est list classe. C'est list classe à la position K. Non, alors il y a ici quelque chose qu'il faut corriger. Ici c'est 1. Dans list classe 1. Et je vais juste copier ça et recopier ça là. Ça fait borne F. Non, borne F. Sub, ou bien c'est F sub F. Ok, maintenant c'est 2. Ensuite sub, donc ici c'est 2. Ensuite c'est F, ensuite c'est F. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ouais c'est ça. Et je fais la même chose pour Y. Donc je peux directement copier ça. Et puis je fais ça et je colle ici et je définis maintenant plutôt Y classe. Donc Y classe c'est, je crois, le contraire c'est borne F. Et bon, la borne F on peut fixer pour les effectifs, on peut fixer le minimum à, disons qu'on va fixer le minimum à 1, toujours comme dans l'exemple précédent. Donc je mets 1 et ici je mets 1 et là maintenant je mets plutôt NI avec à la position K. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Donc je mets plutôt NI avec à la position K, NI avec à la position K, et ici je remets on va vérifier avant de lancer. Donc voilà, je fais ça et puis je reviens vérifier ici pour Y 1 1 5 5 1. Donc 1 1 NI avec 1. Ok, c'est bon. Et je trace le... Non, et je fais un plot de X classe, Y classe, et je mets une spécification là pour... je vais tracer ça en rouge. Je trace ça en rouge, n'est-ce pas? Alors je mets le point virgule. Logiquement ici on a la fonction qui trace notre histogramme. Maintenant il ne reste plus qu'à tester cette fonction sur par exemple ceci. Donc je vais retirer le commentaire que j'avais laissé ici et je vais exécuter encore le programme maintenant, précisant que je vais travailler sur une seule variable. Et on va observer le résultat ensemble. Donc ici il faut que j'ajoute un deuxième paramètre en disant que je vais tracer ça avec 10 bandes. Ouais, allons-y. On va tracer avec 10 bandes. Donc voilà, tout ce qu'il reste à faire c'est exécuter le tout. Donc je cherche, là il y a, c'est exécuter tout, voilà. Là
viens ici, nombre de cibles, une cible. Donc, position de la cible, la position, disons 50, non, 50, oui, 50. Variable non définie, histofon. Si là, il y a un problème avec le nom de la fonction, le nom de... revenons vérifier ici, histofnc. Histofnc, ici, qu'est-ce qu'on a utilisé comme nom? Histofnc, non mais ça devrait pas poser problème, je ne pense pas que ça devrait. Maintenant, nous copions ici et on vient coller ça ici. Voilà. Nombre de la cible, une cible. Position de la cible 50. Variable non définie histofnc. Alors pourquoi est-ce que ça dérange? Donc 50 encore. Dans la fonction qu'on vient de rédiger, le programme ne l'a pas encore compilé ou alors elle est enregistrée dans une autre. Elle doit être enregistrée dans un autre répertoire. Enregistrer ce fichier dans. Histofnc. Histofnc, mais pourtant voici histofnc ici, je comprends pas pourquoi ça. On fait sur le fichier, oui. Ok, bon, maintenant ici on a histofnc 10. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé faire maintenant? Histofnc xn, ici histofnc xn. Donc je suis censé avoir ne plus avoir de problème normalement. Donc allons-y encore avec une exécution 1 50. Ok, liste classe. Bon, voilà. Donc si on est en train de faire ce qu'on appelle en général correction syntaxe, là j'ai en saisissant j'ai quelque part confondu liste. Oui, ici. Donc c'est liste. J'espère qu'en bas, partout là, ça va. Liste. Oui. Voilà, on va encore enregistrer ça, exécuter, revenir ici, enregistrer, exécuter et aller encore écouler. J'entre la valeur, j'entre la position. Voilà. Donc, c'est. Vous voyez, c'est en quelque sorte. La procédure à suivre pour avoir ce genre de résultat. Un histogramme, vous voyez, ça ressemble au histogramme en bande que vous obtenez en général sur d'autres logiciels. Parfois, tout ce qui diffère, c'est juste le fait de remplissage des bandes. Tu vois que c'est la seule différence ici. Donc, pour le reste, quand même, il est clair que ça correspond nettement à ce qu'on obtient en général comme un résultat d'histogramme. Donc, voilà, avec ces deux vidéos, je pense que le tour d'horizon sur les notions de base de programmation avec Scilab et aussi un petit retour sur peut-être les petites notions comme la construction des histogrammes. Je crois que tout ça c'est bâclé avec ces deux vidéos. Donc, dans les prochaines, on va juste revenir sur l'implémentation des différents plans d'échantillon, différents plans de sondage et aussi un résumé sur l'évaluation de la représentativité d'un échantillon. Donc, on se dit à plus tard pour les autres vidéos.